Imaginez un peu la scène. Le printemps tant attendu arrive, vous sortez dans votre jardin adoré, et au lieu de l'explosion de jeunes verdures et des bourgeons gonflés, vous êtes accueillis par un triste spectacle. Des restes noircis, complètement sans vie, de vos plantes préférées. Cette situation vous est familière? Je crois que chaque jardinier a déjà retenu son souffle en attendant de voir si ces magnifiques rosiers ou ces hostas luxuriants allaient survivre à l'hiver rigoureux. Aujourd'hui, fini les craintes et les inquiétudes. Je vais vous parler de 5 méthodes fiables et éprouvées pour protéger vos plantes vivaces du gel. Ces techniques vous permettront de sauver votre jardin à coup sûr. Et croyez-moi, certaines de ces astuces vont vraiment vous surprendre par leur simplicité et leur efficacité. Quant à la 5e méthode, c'est carrément une arme secrète des jardiniers expérimentés qui vous fera économiser non seulement du temps et des nerfs, mais aussi de l'argent. Alors, installez-vous confortablement, nous lançons l'opération de sauvetage de votre jardin. Avant de passer aux méthodes concrètes, voyons d'abord de quoi nos plantes ont-elles peur en hiver, exactement? Beaucoup pensent que le principal ennemi est le froid. En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Ce ne sont pas tant les degrés sous zéro qui sont fatals, mais plutôt les variations brutales de température et le vent glacial. Imaginez, la journée, le soleil réchauffe, la neige fond un peu, et la nuit, le gel frappe violemment. L'eau infiltrée dans les micro-fissures des tiges et autour du collet de la plante gèle, se dilate et déchire littéralement les tissus de la plante de l'intérieur. C'est pourquoi notre objectif n'est pas de réchauffer la vivace comme un bébé dans une couverture, mais plutôt de lui créer un microclimat stable. Nous devons atténuer ces montagnes russes thermiques et la protéger du vent desséchant et de la pluie glaciale. Une fois que vous avez compris ce principe simple, vous pourrez choisir consciemment la méthode de protection la plus appropriée pour chaque plante de votre jardin, car ce qui est idéal pour un rosier pourrait être fatal, par exemple, pour une euchère. Ainsi, notre première méthode de protection, et sans doute la plus fondamentale, est un paillage bien maîtrisé. Mais attention, ne vous précipitez pas tout de suite pour acheter un sac de sciure fraîche. C'est là que se cache la première et la plus courante des erreurs. Beaucoup de jardiniers considèrent le paillage comme une simple couche de matière organique étalée pour réchauffer la plante. C'est une approche fondamentalement erronée. La mission principale du paillage hivernal n'est pas de chauffer, mais d'agir comme un véritable thermos, stabiliser la température du sol. Il empêche le gel profond du sol et, plus crucial encore, il protège le système racinaire des cycles dévastateurs de gel et de dégel. Ce sont justement ces successions de redoux et de gelées qui déchirent les fines radicelles absorbantes, provoquant l'affaiblissement, voire la mort de la plante. Démystifions donc immédiatement cette idée reçue. Tout paillage n'est pas bon à prendre. Un matériau mal choisi peut entraîner le pourrissement du collet, favoriser le développement de maladies fongiques, ou pire, devenir un refuge douillet pour les rongeurs, qui se feront un plaisir de se régaler des racines de vos plantes favorites. Passons maintenant en revue les meilleurs matériaux pour votre paillage hivernal. Votre premier choix, c'est sans aucun doute le compost bien mûr ou le fumier parfaitement décomposé. Non seulement ils forment une couche meuble et respirante qui stabilise parfaitement la température du sol, mais ils agissent aussi comme un excellent engrais organique qui commencera à nourrir la terre dès le retour du printemps. Une autre excellente option est la tourbe blonde de Sphaigne, à condition qu'elle soit neutralisée. Elle est très légère, retient bien l'humidité et offre de très bonnes propriétés isolantes thermiques. Vous pouvez également utiliser des feuilles d'arbres séchées, mais attention, uniquement celles provenant d'arbres sains, non touchés par des maladies. Les feuilles d'érable, de chêne ou de bouleau sont idéales. En revanche, évitez celles des arbres fruitiers, car elles transportent souvent des spores de maladies fongiques. L'écorce de conifères, comme le pin ou le mélèze, est également une bonne solution. Elle est durable, esthétique
et acidifie légèrement le sol, ce qui plaît à beaucoup de plantes. La règle d'or pour tous ces matériaux est la suivante. Ils doivent être parfaitement secs et bien aérés. Ne mettez jamais en place une masse mouillée ou compacte qui risquerait d'étouffer vos plantations. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il faut absolument éviter. Le pire ennemi d'un bon paillage hivernal, ce sont les copeaux de bois et la sciure fraîche. Ils sont extrêmement hygroscopiques, ce qui veut dire qu'ils vont absorber une grande quantité d'humidité et se transformer en une véritable carapace de glace, complètement hermétique à l'air. Sous ce type d'abri, la plante a de fortes chances de souffrir d'étouffement et de pourriture. De plus, en se décomposant, ces copeaux frais consomment l'azote du sol et l'appauvrissent considérablement. La paille est également un matériau discutable. D'un côté, elle est légère et conserve bien la chaleur. De l'autre, c'est un véritable hôtel 5 étoiles pour les souris et les mulots. Ils y feront leur nid pour l'hiver avec grand plaisir et se serviront des racines et de l'écorce de vos plantes comme provision. Méfiez-vous également du foin. Il est rempli d'une quantité astronomique de graines de mauvaises herbes. Vous passeriez alors l'été suivant à les combattre. Retenez donc cette règle simple. Si vous n'êtes pas sûr du matériau, évitez de l'utiliser pour votre paillage hivernal. Le risque de perdre la plante est bien plus grand que le bénéfice potentiel. Il n'y a pas que les matériaux qui comptent. La technique de paillage est tout aussi cruciale. Quel est le bon moment ? Idéalement, il faut attendre les premières gelées bien établies lorsque la couche superficielle du sol a déjà commencé à geler légèrement. Si vous paillez trop tôt, l'environnement chaud et humide sous la couverture risque de provoquer la pourriture et la plante n'aura pas le temps de s'endurcir et de se préparer correctement pour l'hiver. Comment appliquer le paillis ? La règle d'or, ne jamais recouvrir le centre de l'arbuste ni le coller. C'est la partie la plus vulnérable, celle qui doit pouvoir respirer. Si vous l'étouffez sous le paillis, l'humidité s'y accumulera et la plante risque fortement de pourrir. Laissez toujours un espace libre autour des tiges, une poche d'air, d'un diamètre de 5 à 10 cm. Étalez le paillis tout autour de cet espace, en formant une sorte de bourrelet ou de monticule. L'épaisseur de la couche dépend bien sûr du matériau et de votre climat, mais comptez en moyenne entre 10 et 15 cm. Au printemps, dès que le sol commencera à décongeler, il faudra penser à écarter délicatement le paillis du centre de la plante. Passons maintenant à la deuxième méthode, celle qui va souvent de pair avec le paillage, le butage. En substance, il s'agit de former une petite butte de terre ou d'un autre matériau meuble au pied de la plante. Cette technique est vitale pour les végétaux dont les bourgeons de renouvellement se situent juste au niveau du sol ou directement sur les tiges. L'exemple classique, ce sont bien sûr les rosiers, notamment les hybrides de thé et les floribundas. Le point de greffe et les bourgeons inférieurs sont leurs talons d'Achille. Sans butage, ils risquent tout simplement de geler à mort. Le butage est également indispensable pour les clématites des groupes de taille 2 et 3, pour certaines variétés d'hortensia, le buddleia ou arbre aux papillons, et d'autres arbustes frileux. Cette simple pratique horticole crée une couche protectrice supplémentaire qui met à l'abri les parties les plus cruciales de la plante contre le gel et les vents glaciaux, leur donnant ainsi toutes les chances de passer l'hiver avec succès et de nous offrir une floraison spectaculaire la saison suivante, si c'est en basse. Quel est donc le meilleur matériau pour le butage ? Le plus simple et le plus accessible reste la bonne vieille terre de jardin, prise sur une parcelle voisine. Attention, il est crucial qu'elle soit bien ameublie et sèche. Surtout, ne prélevez pas la terre directement au pied de la plante, au risque de dénuder ses racines. Mieux vaut la rapporter d'un autre endroit. Une excellente alternative à la terre est la tourbe sèche ou le compost bien mûr. Ces matériaux sont légers, très aérés, et surtout, ils ne gèlent pas pour former un bloc monolithique. Par contre, il y a un matériau qu'il faut absolument proscrire pour le butage, le sable.
Beaucoup de jardiniers font cette erreur, croyant à tort qu'il est suffisamment léger. En réalité, sa conductivité thermique est très élevée. Il va geler très rapidement et décongeler tout aussi vite. Pire encore, le sable accumule l'humidité, se transformant en une véritable gangue de glace autour du collet de la plante. Ce n'est pas une protection, c'est un vrai supplice pour elle. Retenez bien ceci, utiliser du sable pour la protection hivernale est à proscrire absolument. La technique de buttage a, elle aussi, ses propres subtilités. Il faut procéder au buttage en même temps que le paillage, c'est-à-dire une fois que les gelées durables sont installées et toujours sur une terre bien sèche. La hauteur de la butte dépend du type de plante. Pour les rosiers, par exemple, cette butte doit atteindre au moins 20 à 30 cm afin de recouvrir entièrement le point de greffe et la base des tiges. 15 à 20 cm suffisent pour les clématites. Il est crucial de former ce monticule délicatement en prenant garde de ne pas blesser l'écorce des tiges. Il ne faut pas trop tasser la terre. Elle doit rester meuble et aérée. Au printemps, tout comme pour le paillage, ne vous pressez pas de débuter les plantes. Faites-le progressivement lorsque la menace des fortes gelées tardives est définitivement écartée. Un retrait trop précoce pourrait détruire les bourgeons qui se sont réveillés, tandis qu'un retrait trop tardif pourrait entraîner l'étouffement ou la pourriture de la plante. Nous arrivons maintenant à la troisième méthode, la plus fiable, spécialement conçue pour nos plantes les plus capricieuses et frileuses, la protection sèche, aussi appelée protection hivernale aérée. Quel est son principe? Nous construisons au-dessus de la plante une sorte de petit abri qui va la protéger moins du froid que de l'humidité hivernale. Mémorisez cette règle d'or du jardinier. En hiver, l'humidité est bien plus dangereuse que le gel. La plupart des plantes rustiques supportent très bien un froid sec, mais l'association du gel et de l'humidité, c'est un cocktail vraiment mortel. La neige mouillée, les pluies verglaçantes, les redoux, tout cela sature d'eau les tiges et le collet. Et ensuite, lorsque le gel revient, la glace, comme nous l'avons déjà mentionné, fait éclater les tissus. L'abri sec crée une lame d'air isolante qui empêche l'humidité d'atteindre la plante, lui assurant ainsi un hivernage confortable et, surtout, au sec. Cette méthode est idéale pour les rosiers, les hortensias macrophylla, les rhododendrons, la vigne et toutes nos autres petites merveilles fragiles. L'élément essentiel de tout abri d'hivernage sec et ventilé, c'est la structure. Son rôle principal est de supporter le poids de la neige et de former cette fameuse cloche d'air protectrice au-dessus de la plante. Il est crucial que cette structure ne touche pas les branches afin de ne pas les abîmer. Vous pouvez la fabriquer avec une grande variété de matériaux que vous avez sous la main. Les caisses à légumes en bois, retournées, sont un excellent choix. Vous pouvez aussi utiliser les arceaux en plastique de votre mini-serre en les croisant au-dessus du végétal. Même de vieux seaux sans fond ou quelques tuteurs attachés ensemble au sommet, à la manière d'un tipi, feront l'affaire. Certains jardiniers optent pour des cônes spéciaux, métalliques ou en plastique, disponibles en jardinerie. La principale exigence concernant la structure est la solidité et la stabilité. Elle doit être bien ancrée au sol et ne surtout pas s'effondrer dès la première chute de neige. Enfin, la hauteur de cette ossature doit dépasser la plante d'au moins 10 à 15 cm. Une fois l'armature installée, il faut la recouvrir d'un voile de protection. Et là, le choix numéro 1, sans la moindre hésitation, ce sont les voiles non tissés comme le Spunbond, le Lutrasil ou l'Agrotex. Leur principal avantage, c'est qu'ils sont respirants. Ils laissent passer l'air, mais ils protègent efficacement du vent et de l'humidité. Pour l'hivernage, optez pour un matériau plus épais avec un grammage d'au moins 60 grammes par mètre carré, 60 grammes à amramté. On le double généralement et cela suffit pour la grande majorité des régions. Mais le matériau, qui est l'ennemi numéro 1 de l'hivernage, c'est le film plastique en polyéthylène. Ne l'utilisez jamais, et je dis bien jamais à cet effet.
Sous le plastique, la condensation s'installe, la plante ne respire plus, et dès la première période de redoux, cela crée un véritable effet de serre. Cet effet de serre provoque le réveil prématuré des bourgeons. Ensuite, le gel revient et c'est terminé, la plante meurt. Revenons en détail sur ce mythe du film plastique. Pourquoi est-il si redoutable pour nos plantes? Imaginez une journée d'hiver ensoleillée où il fait moins 10 degrés. Sous une couverture plastique hermétique, le soleil crée un puissant effet de serre. La température interne peut alors grimper en flèche et atteindre des valeurs positives. Le végétal, trompé par cette chaleur soudaine, commence à s'éveiller. Les processus de croissance reprennent dans ses tissus. Mais la nuit, la température chute de nouveau brutalement et les tissus délicats et réactivés gèlent instantanément. C'est un stress terrible que très peu de plantes sont capables de surmonter. De plus, sous le film plastique, l'absence totale de ventilation et l'humidité excessive favorisent l'explosion des maladies cryptogamiques, notamment la moisissure et la redoutée pourriture grise. Au printemps, au lieu de retrouver une plante vivante, vous risquez de ne récupérer qu'une masse gluante et complètement pourrie. En résumé, si votre objectif est de tuer votre plante vivace à coup sûr, allez-y, recouvrez-la de plastique. Dans tous les autres cas, tenez-vous-en éloigné. Et si, par malchance, vous n'avez pas de voile d'hivernage à portée de main? Pas de panique. La nature, elle, nous offre un excellent paillage protecteur, les branches de sapin ou de pin. Pour le jardinier, c'est un véritable outil miracle. Premièrement, ce branchage retient parfaitement la neige, formant ainsi une couverture isolante naturelle supplémentaire. Deuxièmement, contrairement aux feuilles mortes, il ne se tasse pas. L'air circule toujours entre les aiguilles, ce qui garantit une excellente aération et empêche la pourriture. Troisièmement, les aiguilles de conifères libèrent des phytoncides qui sont connus pour repousser les infections fongiques et les maladies cryptogamiques. Et quatrièmement, ces aiguilles piquantes ne plaisent pas du tout aux souris et autres rongeurs. Le paillage de sapin sert donc aussi de protection mécanique contre les nuisibles. Si vous avez la possibilité de vous procurer ces branchages, en privilégiant bien sûr les déchets de coupe ou les branches issues d'élagage, plutôt que de casser des arbres sains en forêt, c'est l'une des meilleures solutions pour protéger vos plantations. C'est particulièrement recommandé pour les plantes qui craignent la pourriture par étouffement, comme les heuchères ou la lavande. Comment bien utiliser le sapinage? Vous pouvez le disposer directement sur la terre autour des plantes basses, ou bien l'utiliser pour former de petits abris en tipi. Si vous protégez des rosiers ou des clématites, commencez par coucher les tiges au sol. Fixez-les avec des cavaliers, mais n'oubliez pas de glisser une planchette ou un morceau de polystyrène dessous. Cela empêche les tiges de toucher la terre froide. Ensuite, recouvrez le tout de plusieurs couches de sapinage. Si vous associez le sapinage à une structure, un arceau, et à un voile d'hivernage, vous avez deux options. Soit le placer directement sur la plante à l'intérieur de la structure, soit le disposer par-dessus le voile. Cette dernière méthode permet de mieux retenir la neige et d'offrir une protection supplémentaire contre les rongeurs. Il est essentiel de se rappeler que le sapinage doit être coupé par temps de gel pour que les aiguilles ne tombent pas. Bien entendu, il faudra veiller à le retirer à temps au printemps. Afin de ne pas masquer la lumière aux plantes qui se réveillent, on passe maintenant à la quatrième méthode. Ce n'est pas vraiment un paillage ou un voile d'hivernage, mais plutôt tout un ensemble de préparatifs essentiels, la bonne préparation du jardin en automne. Et cela commence par la taille. Et faites bien attention ici. Il y a une idée reçue selon laquelle il faudrait couper absolument toutes les vivaces au ras du sol à l'automne. C'est une erreur monumentale qui pourrait vous coûter l'intégralité de votre massif. En réalité, beaucoup de plantes hivernent beaucoup mieux en conservant leurs vieilles tiges. Les tiges creuses, par exemple chez les graminées ou les astilbes, offrent une protection supplémentaire aux racines et aident à retenir la neige. D'autres plantes, comme les heuchères ou les bergénias, passent l'hiver sous la neige avec leur feuillage
qui leur sert de protection naturelle. Trop con. Voici donc la règle d'or de la taille automnale. Si vous n'êtes pas certain qu'il faille couper, alors ne coupez pas. Il est préférable de le faire au printemps. Une coupe irréfléchie à l'automne ne fait qu'affaiblir la plante avant son hivernage. Effectivement, certaines plantes doivent absolument être taillées en automne. C'est notamment le cas des vivaces, au feuillage imposant qui, en se décomposant durant l'hiver, peuvent devenir des foyers d'infection. Les exemples classiques sont les pivoines, les phlox, les hostas, les hémérocalles et les delphiniums. On les coupe dès les premières gelées lorsque le feuillage a jauni. Les tiges doivent être rabattues à 5 ou 10 cm au-dessus du niveau du sol. Il est crucial de ramasser et de détruire tous ces débris végétaux, surtout si les plantes ont été malades durant la saison. Ce geste simple permet d'éliminer les spores de champignons et les œufs de ravageurs qui y passent l'hiver. L'automne est également la période idéale pour effectuer la taille d'entretien des rosiers, retirer tous les rameaux non toutés, trop fins ou malades, ainsi que les feuilles restantes et les boutons floraux. Cela permet au rosier de concentrer toute son énergie sur sa préparation à l'hiver, plutôt que de la gaspiller à maintenir une masse végétale inutile. La prochaine étape cruciale de la préparation, souvent oubliée, est l'arrosage d'hivernage ou arrosage de réserve. Ça semble paradoxal, n'est-ce pas? Pourquoi arroser les plantes juste avant le gel? C'est pourtant une procédure absolument essentielle, surtout si l'automne a été sec. Le problème, c'est qu'en hiver, les végétaux ne souffrent pas seulement du froid, mais aussi de ce qu'on appelle la sécheresse physiologique. Le vent glacial et le soleil d'hiver assèchent les branches et le feuillage, mais les racines ne peuvent pas se réhydrater à partir du sol gelé. Résultat, la plante meurt tout simplement de soif. Cet arrosage abondant d'automne gorge la terre en profondeur, créant ainsi des réserves d'humidité qui dureront tout l'hiver. Une terre bien hydratée gèle également plus lentement et conduit mieux la chaleur provenant des couches profondes du sol. Cet arrosage doit être effectué fin octobre ou début novembre, juste avant l'arrivée des gelées persistantes. Pour un arbuste adulte ou un arbre, prévoyez entre 30 et 50 litres d'eau. Et le dernier détail crucial de cette préparation, ce sont les apports d'engrais d'automne. Pendant l'été, nous nourrissons nos plantes avec de l'azote pour stimuler une croissance rapide du feuillage. Mais à l'automne, l'azote devient l'ennemi numéro 1. Il stimule la pousse de nouvelles tiges qui n'auront pas le temps de mûrir avant les gelées. Elles périront inévitablement, ce qui affaiblira considérablement la plante tout entière. En automne, nos protégés ont besoin d'éléments nutritifs complètement différents. Leurs meilleurs alliés sont le phosphore et le potassium. Le phosphore est responsable du développement racinaire, l'aidant à accumuler les réserves nutritives. Le potassium, quant à lui, augmente la résistance au froid des plantes, favorise la maturation du bois et permet l'épaississement des parois cellulaires. C'est pourquoi, fin août et en septembre, il est crucial d'apporter des engrais phosphore-potassium au pied de vos plantes vivaces. Il peut s'agir de superphosphate et de sulfate de potassium ou d'engrais complexes d'automne spécialement formulés avec une teneur minimale en azote. Ce type de fertilisation est le gage d'une bonne santé et d'un hivernage réussi. Passons maintenant à la 5e méthode de protection, la plus ingénieuse et surtout totalement gratuite. Il s'agit de l'utilisation de la neige. Et oui, la simple neige est la meilleure et la plus fiable couverture que la nature ait conçue. Sa structure est composée à 90 ou 95% d'air, cet air étant emprisonné entre les flocons. Or, l'air, comme on le sait, est le meilleur isolant thermique. Une simple couche de neige d'à peine 50 cm est capable de maintenir une température proche de 0 degré à la surface du sol, même si le thermomètre affiche un gel de moins 30 degrés à l'extérieur.
Sous ce manteau de neige, les plantes bénéficient de conditions idéales. La température est stable. Elles sont protégées du vent desséchant et des brusques variations. Par conséquent, la tâche principale du jardinier en hiver n'est pas tant de couvrir les plantes que d'accumuler et de retenir la neige sur sa parcelle, surtout au-dessus des cultures les plus frileuses. Comment mettre la neige à votre service? Il faut utiliser des techniques de rétention de neige. Si votre parcelle est exposée au vent qui emporte cette précieuse couverture neigeuse, vous devez absolument mettre en place des obstacles artificiels. Le moyen le plus simple est de ne pas couper à l'automne les tiges de vos grandes plantes vivaces. Elles retiendront parfaitement la neige. Vous pouvez aussi étaler sur les massifs les branches qui restent après la taille des arbres, ou même du branchage de conifères. Le long des rangs de fraisiers ou des plantations d'ail d'hiver, vous pouvez installer de petits écrans en planche ou en contreplaqué. Pendant l'hiver, surtout après les chutes de neige, prenez le temps d'amonceler le plus de neige possible sur les protections de vos rosiers, hortensias et autres plantes frileuses. Créez de grandes congères meubles et légères au-dessus d'elles. Mais attention, ne prenez jamais la neige des allées où vous avez utilisé du sel ou des produits dégivrants. De même, ne la raclez pas du gazon jusqu'à la terre, au risque d'exposer les racines de l'herbe. Mais que faire si l'hiver est sec et glacial, sans un seul flocon? C'est le scénario le plus dangereux pour nos jardins. C'est précisément pendant ces hivers rigoureux, quand le gel frappe directement la terre nue, que l'on subit les plus grandes pertes. C'est là que les 4 méthodes de protection précédentes doivent être utilisées à leur potentiel maximal. Si la neige manque, le rôle d'isolant principal revient au paillage. Sa couche doit être bien plus épaisse que d'habitude. L'abri sec et aéré n'est plus seulement souhaitable, il devient obligatoire pour toutes les plantes délicates ou capricieuses. Dans ce cas, n'hésitez pas à recouvrir le châssis avec des sacs de feuilles sèches ou de paille. Il est particulièrement crucial de s'assurer que ces protections ne soient pas arrachées par le vent. En substance, durant un hiver sans neige, nous devons créer artificiellement ce que la neige fait naturellement les autres années, un environnement stable, protégé du vent et des variations extrêmes de température. C'est certes plus exigeant en travail, mais seule cette approche permettra de sauver le jardin dans des conditions extrêmes. Bien, faisons le point. Aujourd'hui, nous avons passé en revue les 5 piliers essentiels pour un hivernage réussi de vos plantes vivaces. Un bon paillage pour stabiliser la température du sol, le butage, salvateur pour les plus vulnérables, un abri sec et aéré pour nos plantes les plus frileuses, la préparation complète d'automne, taille, arrosage et fertilisation, et bien sûr, l'utilisation du pouvoir isolant magique de la neige. Ça peut sembler faire beaucoup de règles et de détails, n'est-ce pas? Mais voici le secret fondamental qui relie toutes ces méthodes. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des instructions, mais de comprendre les besoins spécifiques de chaque plante de votre jardin. La protection qui sauvera votre rosier été hybride pourrait très bien étouffer une heuchère, pourtant rustique, qui risquerait de pourrir sous cette même couverture. L'outil principal du jardinier reste donc le sens de l'observation, couplé à l'amour que vous portez à vos plantes. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et que vous avez appris de nouvelles choses, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. De nombreux sujets passionnants arrivent très bientôt. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle méthode d'hivernage utilisez-vous personnellement? Avez-vous un secret de famille ou une astuce imparable qui fonctionne parfaitement depuis des années? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer la meilleure encyclopédie de la sagesse du jardinier.